Bien, vous étiez déjà venu, vous? Moi, oui. Ah ben voilà, toc. On est prêt. Et ça enregistre. Donc pour tout le monde, bonsoir, je m'appelle Franck Chenot et chaque mois au C19 où nous nous trouvons, on fait de la philo en 1 heure et je vais vous parler de ce livre qui s'appelle La grande transformation du sommeil. J'ai appelé la conférence Travailler ou dormir, ce qui est un sujet redoutable. Et comme j'ai plutôt l'habitude de parler vite sans respirer entre les virgules et les points, je pourrais répondre aux questions au bout d'une petite heure. Je vais parler de 3 personnes très importantes. Il a un nom de famille pas facile à ne pas écorcher. Il s'appelle Luc Dazinski et il est géographe. Il est tout à fait passionnant. C'est un des premiers qui s'est intéressé à la question de la nuit. Il va nous servir d'introduction. On va parler pas mal des conséquences du livre de Roger Kirsch, qui est un historien américain. Donc, les historiens nous intéressent parce qu'ils nous donnent des billes pour les philosophes. Et cette grande transformation du sommeil, elle est très facile à comprendre, mais ce qui nous intéresse, c'est de regarder les 11 impacts que j'ai listés dans l'ensemble. Et puis, mon idée, c'est soit ça vous donne envie d'acheter le livre et de le lire, soit ça remue nos repères et notre cerveau, et soit ça vous permet de briller en société ce week-end, et l'essentiel est déjà là. La dernière partie qui sera rapide, c'est que j'ai déjà parlé d'un livre incroyablement important il s'appelle Razmik Kecheyan et c'est pas un nom facile à prononcer. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les besoins artificiels. J'ai déjà fait une conférence sur le sujet et il avait un propos, un prologue qui s'appelle L'écologie de la nuit. Voilà ce qu'on va raconter aujourd'hui. Pour faire court, comment ce sujet de la nuit est un sujet hautement politique et un sujet d'intérêt sur qu'est-ce qui se passe la nuit, qu'est-ce qui se passe le jour, qu'est-ce que Roger Kirsch a découvert à propos du sommeil, ce qui est en particulier, et puis dans le cadre du mois des 3 mondes sur la santé, l'enjeu politique du sommeil, voilà comment la révolution industrielle, c'est en dessous, a bouleversé nos nuits. Pour faire simple, si vous deviez vous endormir, avant on dormait 2 nuits, on parle d'un sommeil biphasé, et puis la révolution industrielle a tout réduit à une seule nuit pour qu'on bosse plus, en gros. Donc l'enjeu de quelque chose, si on le prend avec du recul, quelque chose qui a l'air naturel comme le sommeil, a été complètement construit culturellement, et ça expliquerait par exemple que vous fassiez des insomnies à minuit, puisque c'est le moment où normalement on finissait le premier sommeil de 4 heures et qu'on passait au second. Et cette écologie de la nuit, on verra sur les besoins artificiels que finalement, c'est un sujet tout à fait politique que d'évaluer une des causes de cette transformation du sommeil, c'est-à-dire la lumière artificielle, celle qui est dans mon dos depuis la tour Eiffel. Le monsieur Gdazinski, je l'ai entendu il y a plus de 20 ans à Évry, il parlait déjà de la nuit, je l'ai invité dans un festival, c'est quelqu'un d'absolument passionnant. Voilà, la nuit, dernière frontière de la ville, la préface d'Emmanueli, puisque vous savez que le secours, la nuit, les maraudes, c'est aussi un enjeu. Voilà, qu'est-ce que fait la nuit? Il ne va pas parler de sommeil directement, mais l'enjeu de la nuit, pour lui, c'est aussi autant celui des gens à l'écart que celui des fêtards et de la cohabitation des deux. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre merveilleux qui s'appelle Si la ville m'était comptée, dans lequel il propose des tas d'exercices pour se balader la nuit et faire comme le chantaient les Fabulous Troubadours de la nuit, de la ville, un parc d'attractions. On y découvre des tas de trucs en se baladant. Et puis, il a une façon de se présenter qui m'intéresse. Je m'appuie beaucoup, on ne se connaît pas, sur des extraits vidéo, parce que j'aime bien donner la parole plutôt que lire des passages entiers aux gens et interrompre pour commenter. Il est là interviewé sur la question des rythmes qui sert d'introduction à son propos. En tant que géographe, et au moment où je démarrais mes réflexions, mes travaux, on s'intéressait très très peu au temps, en fait. On s'intéressait à l'espace, c'est normal. En tant qu'aménageur, on aménageait l'espace pour gagner du temps. Par contre, on réfléchissait assez peu
sur la question du temps. On ne vit plus dans des métropoles qui fonctionnent au rythme des cloches, au rythme de l'usine, et qui fonctionnent maintenant sur de la désynchronisation, sur le portable, sur l'hyper local. Donc on se resynchronise en permanence. Mais les grands temps sociaux, ils ont eu tendance à se diluer. On travaille de plus en plus en horaire atypique, on dort moins. Donc on est dans la ville, mais pas toujours au même moment. Il a dit déjà 3 choses très importantes. Les grands temps sociaux, la cloche, ça sonne, on se retrouve, ou à l'usine, ça embauche, on y va. C'est séparé. C'est pour ça que examiner la ville sans examiner la question des temps n'est pas intéressant. Pour un géographe, il va le montrer dans une autre petite vidéo que je vais montrer. C'est pour ça que je le trouve passionnant. Il dit, il ne s'agit pas que de penser l'espace par des cartes, mais de penser qui est dans l'espace à quel moment. Donc, il fait carte mobile, ce qui était venu montrer. Ça m'avait beaucoup impressionné. Il y a eu une carte à Strasbourg, on prend l'ensemble de la ville, et puis il y a un point qui s'allume chaque fois qu'un resto s'ouvre. Et puis selon les heures, tac, 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 ce qui fait que tout simplement, on ne mange pas pareil dans les quartiers, on n'est pas égaux pour circuler, pour rentrer, voilà, toutes les zones qui font que par le temps. Alors il y a des maires de la nuit dans certaines villes, dans certaines localités, qui sont responsables de la nuit. En fait, la nuit, il se passe autre chose que le jour. Et l'air de rien, ça prend énormément de temps, c'est-à-dire c'est de 6 heures de temps où il n'y aurait rien, voilà, où la ville serait absente, et puis même le dimanche, encore moins. Donc cette gestion des temps sont les Italiens qui ont initié ça très tôt, des bureaux des temps. Il suffit, pour vous donner un exemple concret qu'on essaye de tirer de temps en temps, c'est s'il y a des bouchons le matin, si les écoles commencent à 7 heures, je dis n'importe quoi, à 8 heures les bureaux et à 9 heures l'administration, il n'y a plus de bouchons. Tout le monde n'est plus au même moment. Donc si on peut, il le dit avec une formule tout à l'heure qui est merveilleuse, c'est-à-dire au lieu de penser l'espace pour avoir plus de temps, il faudrait qu'on pense le temps pour augmenter l'espace. Les élus d'Évry où nous nous trouvons disent que en 15 ans, la ville qui était à 25 km de Paris s'est éloignée de Paris, puisqu'en RER, en voiture, elle est beaucoup plus loin. Voilà, cette notion alors, plus de rythmes sociaux qui structurent notre vie. Le temps est devenu un élément d'impact de nos vies, de nos rythmes personnels. Et c'est là où il vient sur le troisième moment, c'est de désynchronisation. C'est-à-dire, on n'est pas ensemble dans la maison, on n'est pas ensemble au bistrot, on n'est pas ensemble en train de se croiser. On est dans le quartier, mais pas toujours au même moment. Et d'une certaine façon, on profite de façon décalée des temps, des temps de la ville. Donc, parler de l'esthétique à Paris, c'est parler de l'esthétique le matin, à midi, à 16h, à 18h, à 20h, à minuit ou en pleine nuit, puisque maintenant, il y a une tendance à une espèce d'activité en continu, disons, dans les villes. Et il reste 3 heures de vraie nuit, de creux, par exemple, dans les activités. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. L'esthétique. Voilà, alors finalement, le passage de l'intérêt de Dzerzhinsky depuis 20 ans sur la nuit fait que récemment, il parle beaucoup plus d'une politique des rythmes. Le temps a un impact politique. Le fait de s'en saisir, parce que vous imaginez que c'est à la fois difficile de désynchroniser les horaires de début des bureaux, et en même temps, c'est pas coûteux, en vrai. Si on se mettait à faire ça, moins de bouchons, moins de pollution, c'est un impact qui est complètement fou. On n'est pas au cœur du problème du sommeil, il va arriver, il en a parlé un tout petit peu, puisque la nuit a rétréci. En fait, elle est devenue toute petite. Voilà, les choses qu'il a pu écrire récemment, c'est cette idée de chronotopie, le géographe, c'est celui qui doit changer de regard pour prendre la dimension temporelle en compte. Ce qui fait que les cartes qu'il montrait il y a 20 ans étaient déjà des cartes avec une sorte de gif animé de toutes les heures, quelque chose qui se passait. Et puis, il intervient maintenant, il est prof à Toulouse. Et pour finir cette petite introduction, il se présente au tout début. On retrouve facilement ces vidéos, ça vient d'Internet tout simplement. Il est en train d'expliquer en quoi cette question du rythme, de l'espace et du temps sont 3 choses qu'on ne peut pas séparer si on veut regarder la vie de la ville et la vie tout court. Cette situation-là, elle est en train de changer et nous sommes obligés de changer de regard avant qu'il soit trop tard et changer de regard et de paradigme par rapport à cette approche de la ville. Alors, premier élément qui nous oblige à changer, c'est le fait que nos villes grignotent l'espace naturel et agricole utile.
Un chiffre, on considère généralement que tous les 7 ans, il y a l'équivalent d'un département français, donc la surface d'un département français, qui disparaît sous l'urbanisation. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième, on a de plus en plus de conflits d'usage dans une ville qui est désormais à plusieurs temps, parce qu'on n'a plus les mêmes rythmes de fonctionnement, les mêmes temps sociaux, et notamment la nuit. On le sait dans les villes universitaires, où la ville qui dort, ou qui essaye de dormir, rentre en conflit avec la ville qui s'amuse. Troisième élément, on passe de plus en plus de temps dans les transports pour essayer de joindre l'autre bout des métropoles éclatées. On habite dans ce que Paul Virilio avait appelé des outre-villes, c'est-à-dire des villes au-delà de la ville, et on tente de rejoindre un point de cette métropole ou métapole ou mégalopole en utilisant évidemment les transports, et on perd beaucoup de temps là-dedans. On avait parlé de Virilio, de cette réflexion sur la vitesse en fait, et sur le fait que les sociologues, il y en a un qui est fameux, ça doit être la conférence que j'ai faite il y a 2 ans sur Armut Rosa qui parle d'accélération. Le temps moderne, c'est celui de l'accélération. Tout doit aller de plus en plus vite. Et une vie n'est intéressante que si elle est très dense entre guillemets en électricité interne. Et justement, il a un titre sur il est temps de ralentir. Là, il est en train de dire avec Virilio, parce que c'est des gens qui pensent ces sujets-là depuis les années 1970, le temps de la modernité, c'est celui de l'accélération et du lien qui peut se faire entre plein d'éléments. Ça va avoir un impact sur notre question du sommeil, évidemment. On a beaucoup de mal aussi à se synchroniser en famille, en entreprise et dans les villes. On entend souvent on ne se voit plus. Ça, c'est un élément souvent de diagnostic qu'on pose. On se rend compte de moins en moins. C'est pas parce qu'on n'habite pas la même ville, qu'on n'habite pas le même appartement, le même quartier, ou qu'on ne travaille pas dans la même entreprise, mais tout simplement on est dans les mêmes espaces, mais puis au même moment. Puis dernier élément, on est de plus en plus décalé avec les rythmes naturels. Et là, on a bien des questions d'articulation des espaces et des temps. Il me semble que ce modèle n'est plus soutenable, pour ne pas utiliser le terme un peu ambigu de durable, et il me semble qu'on doit pouvoir intégrer le temps comme un levier des politiques de développement durable, au même titre que l'énergie ou l'espace. Voilà, alors ce qu'il dit, finalement, là, on le retrouve interviewé sur cette question de pandémie quand il y a eu couvre-feu, parce qu'il a quand même une remarque qui est passionnante quand il est interviewé sur France Culture en disant « Je parlais de couvre-feu comme de choses qui ont eu lieu dans d'autres pays, dans d'autres époques, dans d'autres histoires, et là, c'est ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire la nuit est devenue le lieu du pouvoir où on te dit de ne pas sortir, à la fois parce que historiquement, il y a toujours eu il faut protéger la nuit, il ne faut pas faire d'excès, il faut laisser les gens récupérer. Mais comme vous l'avez compris là, cette question du rythme va être une question politique continuellement. Voilà pour l'introduction avec Gdazinski. Ce qui est intéressant, puisque 1 heure, ça passe vite, et que j'en ai fait 15, c'est que le livre de M. Roger Kirsch, qui est ici, qui est américain, qui est historien, qui a commencé à écrire ça très tôt. C'est avril 2001 dans American Historical Review, un article qui soutenait une thèse révolutionnaire sur l'histoire du sommeil. Je lis quelque chose qui vient de ça. Ça s'appelait « Le sommeil perdu, dormir avant la révolution industrielle dans les îles britanniques ». Roger Kirsch est professeur d'histoire à Virginia Tech University aux États-Unis. Il est d'abord spécialiste de l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord et il avait publié 2 ouvrages, un sur l'histoire de la Caroline du Nord à l'époque coloniale et l'autre sur la déportation de 50 000 condamnés depuis la Grande-Bretagne jusqu'en Amérique. Donc il n'y avait pas une spécialisation directe sur le... En fait, il s'est penché sur cette question du sommeil. Il le raconte très bien parce qu'en fait, ce livre, ce sont 2 gros articles avec une grosse préface et une grosse postface qui ne sont pas de lui. Et il y fait cette espèce de découverte que voilà, les nuits du temps passé, c'est-à-dire comment on dormait avant, finalement, le sujet n'a pas été très étudié. Donc, vous voyez que j'ai basculé discrètement. Le sujet de la nuit n'est pas directement celui de Gdazinski. Il dit la question du rythme est un enjeu politique, c'est-à-dire de politique publique, est un enjeu de pouvoir politique, de préserver la paix, admettre tout le monde et puis faire en sorte qu'il y ait des cohabitations, même pour les fêtards. Ça, c'est le sujet de Gdazinski aussi. Mais là, Roger Kirsch est en train de s'intéresser à la question de comment la nuit et comment le sommeil existait avant l'époque industrielle. Parce qu'en fait, il découvre quelque chose qui est hyper simple à résumer, c'est que, puisque le sous-titre qu'on ne voit pas là, comment
révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Je vais pouvoir assez facilement résumer le livre, en fait. Je vais m'appuyer sur cette petite vidéo d'un monsieur qui fait de l'histoire simplifiée comme Nota Bene, mais il est canadien, donc il a un accent invraisemblable et, euh, et il est surexpressif et il va introduire le livre de Roger Ekirch. Je m'explique. Il y a quelques années, le docteur Thomas Ware du National Institute of Mental Health, dans le Maryland, aux États-Unis, a décidé de tenter une expérience historique, soit recréer les conditions du sommeil préhistorique. Je vous explique un peu ce qu'il a fait. À la tombée de la nuit, on a privé les sujets de lumière artificielle pendant une période qui pouvait aller jusqu'à 14 heures. Au-delà de toutes les mesures que l'équipe a pu récolter auprès des participants, il a fait une chose, c'est qu'en sortant de leur travail, les cobayes volontaires arrivent dans un lieu avec peu de lumière, pas de télé, pas d'écran. Donc, ils se reposent à la vitesse qu'ils veulent. Et donc, il y a une sorte de rythme qui se met en place. Ils dorment quand ils veulent. Il y a des capteurs pour à peu près voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Une est apparue particulièrement intéressante, celle du sommeil fragmenté. Les sujets commençaient par s'étendre 2 heures sur leur lit, puis dormaient 4 heures, se réveillaient ensuite entre 2 et 3 heures et se rendormaient pour une seconde fois pour une période d'environ 4 heures. Puis, on se réveillait pour de bon. Bon, oui, aujourd'hui, quand on va au lit, on dort d'une seule traite, comme on dit. C'est ce qu'on appelle le sommeil consolidé. Alors, si tout le monde a bien compris le principe, on va avoir, avant la révolution industrielle, c'est pour ça que c'est facile à résumer, un sommeil fragmenté, on va dire biphasé, avec une première nuit, un premier sommeil, une coupure à minuit, et puis un second sommeil. Et puis et alors on a des tas de traces, mais des tas. On remonte à Homère dans la plus ancienne trace qu'on ait, hein, donc des choses vraiment très très anciennes. Et puis à partir de la révolution industrielle, on aurait ce sommeil consolidé qui est d'un seul ton. Vous devinez qu'au lieu d'avoir 2 fois 4 heures avec un trou d'1 heure au milieu, déjà, on va voir comment ça a disparu. On va voir ce qu'ils font au milieu. C'est bien gentil de savoir ce qu'on fait. Ils font des tas de trucs drôles. Et puis, surtout, on va regarder comment, historiquement, comment à la fois ça a pu se coller en perdant le trou du milieu, et puis à la fois comment on a perdu du temps de sommeil pour être plus productif, même si l'enjeu du sommeil lui-même est aussi un enjeu politique, puisque, évidemment, ça fera presque l'épilogue, pas la conclusion, mais par exemple, on milite beaucoup pour qu'il y ait la sieste au travail, pour qu'il y ait des temps de récupération, pour que le principe du sommeil ne soit pas de soupçonner les ouvriers ou les gens de bureau de rien foutre, mais le jour où le capitalisme aura compris ça, il comprendra qu'on est encore plus productif et qu'on est encore plus essorable pour nous faire travailler. C'est-à-dire, ce qui est fou, c'est qu'il n'a pas vu que son intérêt était de permettre le sommeil ou le repos de la sieste pendant le travail pour encore plus bosser. Voilà, cette façon dont on a arrêté de couper en deux, réuni et réduit le temps de sommeil, on va voir de quelle façon ça se produit. Mais les sujets de l'étude du Dr Ware ont plutôt pratiqué le sommeil dit biphasique, soit en 2 phases de sommeil distinctes. C'est ici que le docteur et son équipe ont voulu recréer les conditions du sommeil préhistorique. Le fait de dormir d'une seule traite est relativement neuf dans l'histoire. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On dormait en 2 périodes distinctes, ce qu'on appelait alors le premier et le second sommeil. Ces découvertes ont été réalisées par Roger Ekirch, professeur distingué en histoire à Virginia Tech, dans son ouvrage qui vient d'être traduit en français, La grande transformation du sommeil, comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Ce dernier comprend ses 2 articles les plus importants sur l'histoire du sommeil, ainsi que des commentaires supplémentaires sur l'impact de son travail. On trouvera d'ailleurs le cœur de ses recherches dans son ouvrage At Day's Close, Night in the Times Past, paru en 2005. Je vous invite fortement à aller lire ces ouvrages, c'est fascinant et ils ont permis de voir la nuit et le sommeil de manière totalement neuve. Voilà, celui-là n'est pas traduit. Ce qui est intéressant, c'est que ce sujet de la nuit et ce sujet du sommeil, ils se retrouvent dans l'histoire de l'art pour essayer d'enquêter qu'est-ce qu'il y avait avant. Et évidemment que le premier des tabous qui va avec notre question industrielle, c'est celui de paresser, celui de rien foutre en dormant, celui de ne pas être productif, de ne pas être réveillé. Ça, c'est un petit Vermeer de 1657.
On a des tas de gravures au XVIIe siècle, au moment où la peinture, puisque j'ai aussi une casquette de prof d'histoire de l'art, au moment où la peinture au XVIIe s'isole par genre, et peinture de paysage, peinture de portrait, peinture d'intérieur, et notamment peinture morale. Le XVIIe siècle, c'est une bonne façon de montrer les vertus et les vices d'un intérieur, d'un quotidien, d'un monde bourgeois qui est en train de se créer. C'est-à-dire comment il faut être, même si on est ouvrier paysan, pour être vertueux. C'est pour ça qu'on a des débuts de traces de peinture de sommeil. Le petit monsieur canadien va me permettre beaucoup plus vite que n'importe qui de faire un résumé de comment on dormait avant l'époque industrielle, avec des exemples picturaux aussi. De sommeil segmenté. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité avec des hommes de lettres comme Pausanias ou encore Plutarque qui évoquent le premier sommeil. Ajoutons encore Tite-Live et même Virgile qui l'évoque dans l'Énéide. Bref. Vous avez compris qu'on a des traces écrites, pas forcément d'objets d'étude. Et d'ailleurs, c'est un peu l'enjeu au final de ce qu'on va se raconter. C'est que ce qu'on appelle par les anglo-saxons et qui n'est pas fréquent en France, les cultural studies, c'est-à-dire des objets d'études particuliers. On connaît un peu les gender studies, c'est-à-dire les études sur le genre qui ont apparu, qui sont énormément développées. Mais à partir de Ekirch, un peu avant, on va parler de night studies, c'est-à-dire ou de sleep studies. On étudie comment on dort comme objet d'étude historique, littéraire, sociologique, et surtout comme possibilité de comprendre mieux ce qui à la fois a l'air d'être naturel et qui en fait est culturel, et à la fois comme objet de manipulation ou de domination. Ce n'est pas un petit sujet que de s'intéresser à ce sujet. Et puis surtout, il y a un peu de suspense dans la conf du jour, c'est comment se fait-il que ça ait disparu, qu'on ne soit pas au courant alors que ça n'a que 150 ans. Le sommeil segmenté a des racines très profondes dans l'histoire. Les recherches de Roger Ekirch ont permis de mettre au jour tout un ensemble de sources qui permettent de comprendre comment la nuit a été vécue autrefois. À l'époque moderne, le poète George Whittier, au 16e siècle, écrit d'ailleurs, et je cite, « À minuit, quand tu t'éveilles du sommeil », tandis que John Locke, au siècle suivant, donc au 17e, rapporte, et je cite, « que tous les hommes dorment par intervalles ». Tout le monde comprend que c'est vraiment totalement établi qu'il y a deux sommeils et que cette nouveauté pour vous aujourd'hui peut-être et pour moi il n'y a pas si longtemps est établie par Ekirch. Il y a juste qu'on est complètement surpris qu'on ne soit pas au courant. Les livres de médecine de l'époque moderne recommandent d'agir ainsi, et afin de faciliter la digestion et d'avoir un repos plus tranquille, de se coucher du côté droit pour le premier sommeil et du côté gauche pour le second. Alors là, on va glisser doucement sur les petits conseils beauté du jour, puisque vous vous doutez qu'il y a un pensée qui va arriver. C'est que si on fait de la pensée magique un tout petit peu, ce n'est pas la spécialité de la philosophie, mais si on dormait en deux morceaux avant, et qu'aujourd'hui, une des maladies du siècle, c'est celle d'avoir des insomnies à moitié de la nuit, peut-être que si on dormait par deux façons, il y aurait peut-être moyen de s'y retrouver. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'inscription en nous de rythme en deux morceaux qui ferait partie alors de notre nature, mais elle est construite continuellement, qui fait qu'on s'y retrouverait. Et pour faire un peu le cynique, c'est pas un sujet intéressant, ça peut expliquer qu'on ne le connaisse pas trop, parce que ça permet de vendre du matelas, de la clinique du sommeil et pas mal de médicaments pour dormir. Mais là, notre conseil beauté est à noter, s'il vous plaît, se coucher du côté droit pour le premier sommeil et du côté gauche pour le second. Sommeil. Rappelons cependant que dès l'époque moderne, soit du 16e au 18e siècle, les classes supérieures sont celles qui ont de l'argent et du temps. Toujours les deux marqueurs de la richesse. Et donc cette classe va peu à peu s'habituer à un sommeil consolidé. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une généralisation de l'éclairage artificiel, comme la bougie. Le prix n'étant pas un frein, on consomme des objets qui permettent de retarder l'heure du coucher. L'éclairage artificiel et la vogue des heures tardives, comme on dit à l'époque, devient de plus en plus à la mode et aussi une manière de se distinguer de la masse qui est soumise au rythme naturel de la lumière du jour et de la noirceur de la nuit. Alors vous comprenez qu'il y a un deuxième enjeu politique qui est celui que déjà si tu bosses et que tu rentres, tu vas dormir en fait parce que tu es un peu fatigué physiquement et que donc ceux qui ne travaillent pas, qui ont des moyens
Et Kirsch va en parler. J'ai deux petits extraits. Il n'y a pas beaucoup de vidéos où on le voit. Il est plutôt interviewé dans sa langue natale. Les aristocrates vont justement vouloir se distinguer en ayant une vie en début de nocturne. Vous devinez aussi par avance que toute la vie nocturne, opéra, théâtre, spectacle du 19e siècle, est plutôt pour cette classe-là. Donc il y a un autre enjeu politique. Il y en a qui vont dormir, puis il y en a qui font la fête. D'ailleurs, souvent, ils se croisent. Quand il y en a un qui va se coucher, c'est l'autre qui se lève. Cette distinction, elle se fait au travers du rythme de la nuit. Pour le peuple, la période de veille entre les deux périodes de sommeil n'est pas uniquement synonyme de plaisir sexuel. Oh que non! Certains en profitent pour s'adonner à une petite délinquance. Petits vols dans les boutiques, chapardage de bois de chauffage, braconnage, pillage de vergers, bref, l'obscurité permet de s'adonner à des larcins en toute impunité, du moins si on ne se fait pas attraper par les forces de l'ordre qui s'organisent de mieux en mieux à partir du 17e siècle. Ce qui est une histoire un peu ancienne, qu'est-ce qu'on fait entre les deux nuits? On fait l'amour, c'est d'ailleurs assez conseillé par les médecins pour la reproductibilité. On peut manger, on peut sortir, on peut faire pipi caca, on peut prier en restant dans son lit. La majeure partie des personnes, dans les témoignages, si on a des études comme celle-là, c'est aussi parce que les sources dans les journaux ont été numérisées et qu'on peut faire un travail de recollement énorme, parce qu'il faut quand même des données qui ne sont pas dans des livres savants, en fait. Là, il a cité quelques auteurs réputés, mais ces auteurs réputés sont eux-mêmes plutôt dans le domaine intellectuel et donc plutôt dans une vie plus oisive, entre guillemets. Et là, on peut avoir accès, puisque c'est la difficulté d'étudier la vie quotidienne, elle ne peut être étudiée que par les larcins, la plupart du temps, que par des relevés de police ou des inventaires. Donc la vie la plus banale a une difficulté à être identifiée. Donc on peut aller piquer, comme il vient de le dire, du bois chez le voisin, on peut aller se promener. Ça paraît complètement fou qu'on fasse quelque chose comme ça pendant une petite heure. D'autres, plus pieux, en profitent pour rester dans un état de méditation et font leurs prières, la grande majorité ne quittant pas leur lit. On pouvait aussi en profiter pour discuter avec ses compagnons de lit ou encore ses enfants, car si aujourd'hui la chambre à coucher est l'espace par excellence de l'intimité, cela n'a pas toujours été le cas. Oh que non! Pour les plus pauvres, on pouvait se retrouver à 2 ou à 3, voire davantage sur un même matelas. Il arrivait parfois que tous les membres d'une famille paysanne européenne partagent le même lit. On pouvait aussi économiser les ressources du foyer en concentrant la chaleur corporelle. Un proverbe italien rapporte d'ailleurs que, et je cite, « Dans un lit étroit, prend la place du milieu ». Là, il y a un enjeu politique actuel local, c'est dans les couples. On va rappeler, juste pour le plaisir de sourire, la technique du NEM, c'est-à-dire l'enroulement discret pendant la nuit sur soi-même dans la couverture pour voler la couverture à l'autre. Voilà, parce que dormir au milieu est à peu près impossible quand on n'est que deux. Mais ça a l'air tout bête. Ce qu'il est en train d'aborder, c'est qu'on dort à plein dans un même lit. On va voir qu'il y a aussi des animaux qui sont là, puisqu'ils peuvent être étables en dessous. Et donc, on ne dort pas si bien non plus. C'est-à-dire on a un sommeil qui est plus long en théorie, puisqu'on n'est pas en train de glandouiller en parlant de philosophie à la lumière de la bougie, mais on n'a pas forcément un sommeil qui est si réparateur que ça. Campagne, on n'hésitait pas à partager la pièce avec les animaux de la ferme. Pourquoi? Parce qu'on pouvait profiter de leur chaleur, mais aussi on se disait qu'on allait protéger le bétail des vols, mais aussi des attaques durant la nuit. Mais attention, là, les conditions de sommeil ne sont pas idéales. On imagine les bruits des autres et parfois même ceux des animaux, mais aussi les températures glaciales. Et ajoutons que les logis étaient très mal isolés. Ajoutons aussi les insectes voraces, les puces ou encore les odeurs nauséabondes des pots de chambre. Voilà, vous avez à peu près un panel assez sympa d'à quoi ressemble une nuit en petits morceaux. On aurait des tas d'exemples mais assez précis de la façon dont on dort dans l'ensemble. On a, alors c'est ça qui est intéressant, dans une des interviews de Kirsch pour la télé américaine, on a des enquêtes sur la façon au 19e siècle dont les marrons du Suriname ou les fermiers Thieves du centre du Nigeria ont toujours un premier et un second sommeil. C'est-à-dire des sociétés qui ne seraient pas entrées dans le monde industriel auraient
un folkloriste découvre qu'il en est de même, je suis page 104, chez les Singhalais du Sri Lanka à la fin du 19e siècle. En 1895, un anthropologue britannique écrit au sujet des Indiens Wolois d'Amérique centrale: la nuit, après leur premier sommeil, les hommes quittaient souvent leur quartier respectif dans la hutte pour se réunir autour de feu, se réchauffer de la fraîcheur de la nuit auprès des flammes. Ils écoutaient alors avec plaisir une histoire en émettant des petits rires discrets. Donc, il y a vraiment le terme de premier sommeil qui existe encore dans des sociétés qui n'ont pas consolidé leur nuit en la réunissant. Le petit résumé est là. Le livre est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2020. Nous ne faisions pas un bloc de 8 heures, ça n'est pas naturel. Deuxième idée. À la suite de la révolution industrielle, avec l'éclairage artificiel, on va y venir, c'est une des causes qui va rétrécir la nuit, il en a parlé, et d'une nouvelle discipline de travail. Le sommeil était scindé en deux, séparé par une période de veille consacrée à diverses activités: méditation, rapport intime et soins des bestiaux. Voilà un programme pour votre week-end. On peut tout faire en une fois. Voilà la thèse en question, pour faire encore plus chic: sommeil biphasique. Et Sleep Studies, qui serait lié à cette question des troubles du sommeil. Nous voici en compagnie, comme vous n'êtes peut-être pas anglophone, je vous fais écouter le monsieur Roger Kirsch, qui est interviewé par TVO aux États-Unis. That we enjoy today is an artificial product of the last 2 centuries. Un produit artificiel des 2 derniers siècles. Rooted in modernity, not in the primeval past. Typically, before the Industrial Revolution, avant la révolution industrielle, vous pouvez vous accrocher à des mots, ça devrait aller, j'ai tout répété avant. In Western societies and arguably around the globe, households slept in 2 segments. That is to say, they went to bed, though there were exceptions, around 9 or 10 p.m., slept for 3.5 hours. Se couche à 9 heures. Awakened for up to an hour or so of consciousness in which they did anything and everything conceivable, and then retired yet again for 3 to 3.5 hours of sleep. This arguably was the pattern since the dawn of human time. And what is the evidence that we have that we can point to that says that's how they did it rather than the way we do it? Il lui demande est-ce qu'on peut savoir comment on dormait avant vraiment, ce que je viens de vous montrer juste avant. Il va préciser plus loin dans l'interview, que vous pouvez trouver facilement, que justement il y a une exception aristocratique. Donc il y a vraiment, en plus, on peut faire quand même 3 distinctions de classe, si on peut dire ça comme ça. Les moyens de dormir ne sont pas les mêmes. Va dormir avec des bestiaux. Les raisons de dormir ne sont pas les mêmes, puisque si tu n'as pas de lumière artificielle, vu le temps qu'il fait, là, à 4 heures, on est au lit. C'est quand même le meilleur moyen de s'en sortir. Et puis les raisons de pouvoir se réveiller ou ne pas se réveiller ne sont pas les mêmes non plus. Nous nous retrouvons avec notre petit, c'est la dernière fois, canadien. J'ai hésité parce qu'avec cet accent, c'était redoutable. Il a une chaîne qui parle d'histoire uniquement. Pourquoi ? Parce qu'il va nous dire, après cette révolution industrielle, ou en tout cas, qu'est-ce qui fait que ce sommeil biphasé va disparaître ? On vous l'a expliqué à peu près. En gros, le développement de la lumière artificielle. Vous savez maintenant à quelle catégorie vous appartenez, non? Moi, je le sais en tout cas. En réalité, là, seules les classes aisées disposaient du temps nécessaire pour appliquer les prescriptions. Dormir était un luxe que l'argent et le temps permettaient. Pourtant, malgré toutes ces belles théories et ces prescriptions, le sommeil d'autrefois restait un sommeil troublé. Nombreuses sont les sources, comme les journaux intimes ou encore les écrits du fort privé, qui rapportent des nuits agitées, troublées et même effrayées. Une prière du 17e siècle évoque, et je cite, « les terreurs, les visions, les bruits, les rêves et les peines qui affligent de nombreux hommes pendant leur repos. Douleurs, anxiété, fatigue extrême et maladies physiques tiennent les esprits occupés et empêchent le corps de se relâcher pleinement. Dormir, ce n'est pas de tout repos. » L'autre grande question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que le soleil consolidé efface presque entièrement le sommeil segmenté? Comment ça s'est passé?
Roger Kirsch raconte comment ce processus de transformation du sommeil s'est peu à peu transformé. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On retrouve jusqu'au 20e siècle des traces de ce sommeil ancestral, si vous me permettez de l'appeler comme ça. Un des éléments déterminants, c'est la généralisation des lampes à l'huile de baleine, des lampes à gaz et enfin de l'éclairage électrique. Ce qu'on a qualifié de colonisation de la nuit, avec l'introduction de l'éclairage public dès le 17e siècle, va bientôt entrer dans les foyers et permettre de repousser de plus en plus l'heure du coucher à 23 h ou encore à minuit. Rappelons que nous sommes ici au 19e siècle. Et rappelons que depuis 20 ans, on a encore perdu 1 heure de sommeil parce que dans votre lit, vous êtes face à des lumières bleues, c'est-à-dire votre portable ou votre tablette. Vous pouvez regarder la télé dans le canapé pendant 2 heures, puis regarder votre écran parce qu'il y a encore un petit bisou à envoyer à Tata Lulu. Époque de transformation des moyens de production, âge de la mécanisation, du capitalisme et de la production de plus en plus étendue à tous les secteurs de la vie. Ainsi, la rationalisation du sommeil se fond dans l'éthique de la révolution industrielle qui valorise les valeurs de productivité, d'efficacité et de profit. Alors vous devinez que c'est aussi l'organisation rationnelle qui fait ça. Donc, ce n'est pas seulement qu'on éclaire les villes, parce que tous les gens n'habitent pas dans les villes. Même si, comme l'a dit Gazinski au début, c'était en train de se développer. Un petit chiffre que je cite tout le temps, 1820, 1 million d'habitants, 1920, 6 millions d'habitants à Londres. Voilà, le développement industriel, ce n'est pas une rigolade, c'est une grosse quantité, un accélérateur de circulation humaine. On assiste, si on n'y était pas en 1820, à la même chose en Chine, une façon de quitter les campagnes pour trouver un job, une façon d'être déclassé et de devoir tout réapprendre, une façon d'échanger des cultures dans la façon de se croiser, puisque c'est des gens qui viennent de partout, de régions en France, puis de pays en France aussi, sur le 19e, 20e, mais aussi l'organisation rationnelle qui fait que petit à petit, vous avez en tête Monsieur Charlie Chaplin en train de visser des boulons. Voilà, il faut tout organiser. Donc, c'est à peu près normal qu'on organise le temps de récupération, que des chronobiologistes nous aident à savoir à partir de quand on est le plus efficace. Donc, ici, les quartiers industriels du tissage de la soie à Lyon, fait par Tony Garnier, c'est-à-dire le début de notre époque industrielle, on va dire, 1800. Ça fait un prix de gros. Jusqu'à ici, 1908, c'est, pour faire court et pardon du très grand raccourci, le passage du métal au béton. Mais dans les deux cas, une organisation structurée autour de choses géométriques. Tu tournes 3 fois à droite, tu es revenu, pour avoir une plus grande efficience dans la façon de construire, dans la façon de travailler, dans la façon de se loger, dont j'accuse un peu le monsieur Le Corbusier, que tout le monde admire, d'avoir organisé avec des formes un peu plus belles pour qu'on y soit bien, mais dans cette charte d'Athènes, de dire, voilà, la vie, ça consiste à dormir, se divertir, travailler. Il y en a un 4e que je vous laisse découvrir. C'est circuler. Voilà. Ici, Tony Garnier, qui donc est le premier architecte qui va construire à une très, très grande échelle. Il y a un quartier américain à Lyon, qui est une petite merveille, et les logements et les moyens de production de l'ensemble. Ce qu'on peut appeler, ce n'est pas le terme qu'on peut mettre sur Tony Garnier, mais le design total, c'est-à-dire il va y avoir des designers qui vont organiser les machines, les produits et la façon de les relayer. Encore Tony Garnier avec les abattoirs à Lyon, qui sont aujourd'hui des très beaux lieux de diffusion de cinéma, dont on a petit à petit chassé des éléments. On trouve que les halles de Paris étaient merveilleuses. Elles sont aussi cette rationalisation, et puis dont on a aujourd'hui une sorte de regard nostalgique sur le fait que, ce sont mes 2 exemples en fait, organisation du travail industriel pour produire de façon plus efficace, c'est-à-dire en segmentant toute la chaîne de production, chacun fait un petit morceau. Si c'est bien pensé, ça permet d'aller plus vite et de ne pas trop réfléchir, et que les gens soient remplaçables assez facilement. Quand tu sais faire la bagnole de A à Z, tu mets plus de temps. Quand tu sais plus changer un morceau plus un autre morceau, quand tu te mets à savoir plus faire qu'un petit bout, tu es remplaçable facilement, mais tu ne peux pas forcément justement remplacer d'autres à d'autres postes.
Et puis l'équivalent de cette fascination que je partage, moi, c'est extraordinaire, ces espèces de constructions, cette petite tour Eiffel qui est derrière moi, voilà, la Galerie des Machines à l'Expo universelle de 89, c'est celle qui va donner la tour Eiffel. Et en 1900, à Paris de même, 1889, notre tour Eiffel, 1900, c'est le palais de l'électricité, c'est-à-dire la fascination pour quelque chose qui est nouveau et qui pour un autre philosophe qui s'appelle Tristan Garcia, l'obsession moderne, c'est la vie intense dont je parlais, c'est-à-dire l'électricité, une sorte d'eau invisible qui est presque comme de l'eau de feu et qui est à la fois mouvement, fluidité, chaleur, lumière, qui fait une énergie inédite dont Marcel Duchamp dit qu'on ne peut pas l'expliquer, ce qu'est l'électricité. Tout le monde sait ce que c'est, mais on ne peut pas l'expliquer. Et deuxième passage de Garcia, voilà, augmenter notre vie, c'est ce qui s'appelle l'ère de l'intensité, dont je parlais au tout début, qui fait que cette vie intense, c'est devenu une obsession. Il y a deux fois l'intensité. L'obsession est une intensité et l'électricité aussi, comme résumé de l'ensemble. La transformation biphasée, c'est juste histoire que vous réentendiez le merveilleux accent de monsieur. Et Kirsch, quand même, il est en train d'esquisser comment cette transformation a lieu. Question for which there are several answers, all related to the Industrial Revolution from the late 18th to the late 19th century. Most important of all, the increasing prevalence of artificial illumination, both within homes. Artificielle illumination très très importante, une très très grosse quantité. And outside. The significance of this, first of all, is that bedtimes were pushed back, even though people still awakened at the same time in the morning. Et voilà, et on a de l'électricité, donc c'est une féerie, c'est une magie, on peut voir des trucs géniaux, on peut mettre en valeur des choses, aller au théâtre, mettre au même niveau, c'est facile à résumer, hein, ça, on peut en faire un cours entier sur une année. Les grands magasins et le théâtre, c'est la même chose, les vitrines, c'est la même chose, l'ensemble de la vie, là je suis en 1928, c'est la maison de Pierre Charot, la maison de verre qu'on peut que visiter très peu. Donc, tout le système de la maison elle-même est marqué par l'électricité. On est d'accord, quand c'est en journée, ce n'est pas aussi beau, pas aussi spectaculaire. Voilà. Cette fascination pour l'électricité, c'est à la fois 1880, mais c'est jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. En vrai, on n'en est pas sorti. Et c'est ce qui fait que... Ah, j'avais dit que c'était le dernier. Non, il me reste un tout petit bout avec le monsieur, et on revient avec Hirsch, avec notre ami canadien, parce qu'il va préciser que cette société des loisirs, il en donne des exemples, c'est pour ça que ça m'intéresse. Voilà, il y a une société qui organise le travail, qui fait qu'on va segmenter le sommeil, et ne plus le segmenter, mais le consolider, mais aussi que cette fascination pour la société des loisirs va être une façon de valoriser la nuit et de donner à la nuit ses lettres de noblesse. L'éclairage n'est pas la seule donnée qui va permettre d'imposer le sommeil consolidé. Le 19e siècle est aussi le siècle de la massification des loisirs, plus encore de la division d'un temps de loisirs qui se sépare du temps de travail. Les loisirs se séparent du temps de travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui ont des loisirs et qui font ça. Vous êtes à la retraite, vous avez le temps d'avoir du loisir. Vous arrêtez de bosser, de produire. Vous produisez de la richesse quand même, puisque vous achetez des loisirs. Et que moi, j'en vis. Merci les gars. Mais il n'empêche que ce temps de loisir, il est la nuit. Là où on est, c'en est bien la preuve. Et c'est là où je vous redis, c'est mon premier résumé, la découverte de Kirsch est hyper simple. C'est juste que c'est assez révolutionnaire, comme ça peut changer complètement la façon de comprendre le 19e siècle en art, le 19e siècle en histoire sociale et politique, et jusqu'à notre santé aujourd'hui. On va faire l'inventaire des 10 découvertes majeures. L'éclairage public joue aussi un rôle déterminant dans l'allongement du temps de loisir. La nuit urbaine n'existe plus, ou plutôt, elle est constellée de luminaires qui encouragent et définissent de nouvelles pratiques sociales. Il n'y a plus de nuit urbaine. Il ne fait plus nuit, et on va voir que dans la dernière partie, dans 10 minutes à peine, l'enjeu d'éteindre les villes est un enjeu à nouveau d'aujourd'hui. C'est-à-dire pour les animaux, pour les humains, pour retrouver notre temps biologique. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand on dit
il n'y a plus d'enjeux politiques intéressants. En fait, il y en a plein et qui concernent absolument tout le monde. À Paris, la compagnie d'éclairage au gaz est créée en 1855 et équipe la ville. En 1860, on compte 17 000 becs à gaz et 5 ans plus tard, près de 30 000. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup. Hein. Et évidemment, l'équipement, il est pensé comme un progrès. C'est aussi ça qui m'intéresse dans cette question de la modernité, qui est en histoire de l'art un sujet que je regarde vraiment très souvent. Voilà, bah, c'est nouveau, c'est mieux, c'est plus sécure, c'est plus chouette. Et on verra aussi que cette idée d'éteindre la ville aujourd'hui est un enjeu politique deux fois, parce que si elle est éteinte, on n'a pas trop envie de se balader et on flippe. Voilà, et donc, comment on peut s'y balader? Question de ville éteinte qui n'est pas la même quand tu es une fille qui rentre toute seule et quand tu es un gros malabar qui rentre tout seul. Donc voilà, on a compris que c'est pas bien que ça soit éclairé, il faut peut-être éteindre, mais comment on éteint, à quelle heure, comment, c'est pas une solution toute simple. La conquête de la nuit par la lumière ne s'effectue pas dans tout Paris. Les lieux de divertissement sont ceux qui sont les plus illuminés. Ce cadre sécurisant, indispensable au déploiement d'un éclairage commercial, revêt l'allure festive d'un feu d'artifice permanent. Le boulevard consacre ce triomphe éblouissant de la lumière. Les vitrines s'apparentent désormais à une scène, la rue à une salle de théâtre et les passants à un public. Alors là, il y a un truc très important, ce qui n'est pas dans ce qu'il dit. La rue est devenue une scène de théâtre. C'est exactement la structure d'un centre commercial. C'est-à-dire, c'est une rue dans laquelle il y a des vitrines de part et d'autre, avec un ciel artificiel, obscur dans l'histoire des premiers centres commerciaux, parce que c'est un tube avec deux grandes enseignes à chaque extrémité, un mall, qui est exactement la copie d'une rue comme elle se fait là. Exactement la copie de la structure du métro quand il commence en Angleterre et en France à Paris. C'est-à-dire un quai avec des gens de chaque côté et une sorte de ciel étoilé au-dessus. Il y a des tas d'endroits où le métro, c'est pas fait comme ça et c'est pas fait sur ce modèle spatial, en fait. On a une espèce de logique de visibilité qui vient du 19e siècle dans laquelle on est encore. Même si, pour parler localement, il y en a qui ne connaîtront pas quand ils l'entendront, la façon de faire un centre commercial à Évry restait attachée avec ce système de tube, on va dire, même si en vrai c'est un L, c'est un I normalement avec deux grandes enseignes au bout. Tout près d'ici, à Carré-Sénard, on s'est mis à réintroduire la lumière naturelle, qui fait qu'il y a des grandes vitres, il y a toute une thématique autour de la nature et qu'on n'est pas forcément dans un système de circulation rue. Là, il est en train de dire que ce modèle culturel, on le retrouve même dans Disney quand on y rentre. Hein. C'est une grande rue principale avec des choses de part et d'autre que la lumière réverbère permet de structurer et de lire. La distance de la nuit s'établit entre l'élite parisienne et le peuple. Les ouvriers entament leur journée de travail alors que l'élite termine sa soirée. Les phénomènes de distinction sociale par les loisirs se maintiennent et l'émergence d'une culture de masse n'est pas toujours synonyme de grand brassage du haut en bas de l'échelle sociale. Ajoutons aussi la professionnalisation de la police ou encore les activités commerciales nocturnes qui prennent de l'ampleur. Voilà, ce qu'il oublie, enfin non pas ce qu'il oublie, ce que je lui laisse pas dire, c'est que cette vie nocturne, elle va être très fascinante. Elle va nourrir même l'histoire du cinéma dans les années 10-20. Voilà, on va dans la grande ville tentatrice faire des conneries et puis dépenser son argent, être plumé et revenir. Ça donne ce chef-d'œuvre de Manet de la fin de sa carrière, voilà, 1880. On est bar aux Folies Bergères, dame qui nous regarde en train de présenter sur le comptoir de la nourriture et de la boisson. Derrière elle, des miroirs, accentuation de la luminosité, des lampadaires et puis des tas de gens qui fument, qui discutent, jusqu'à voir qu'en haut à gauche, il y a un petit trapéziste qui est en train d'avoir une activité. Donc, il se passe plein de choses dans la ville la nuit. C'est le lieu où... Alors, pour parler vraiment comme un prof d'histoire de l'art, c'est aussi le lieu où, comme il y a des activités éclairées artificiellement, nous allons avoir des éclairages très nouveaux, comme à droite sur ce Lautrec, par en dessous. Des éclairages qui ne sont pas naturels. L'éclairage vient du dessus jusqu'à preuve du contraire. Et donc, avoir des rampes, on en trouve chez Degas, on en trouve chez Lautrec, on en trouve un petit peu chez Manet. Ici, chez Pissarro, c'est-à-dire le sujet lui-même de la nuit devient un sujet de peinture et un sujet qui peut amener, par la disparition des formes, à l'abstraction qui va arriver juste après. La fascination de la nuit, elle est à séparer, c'est là où je lui coupe la parole, mais il allait le dire, du fait que
la vie ouvrière n'est pas concernée par l'activité nocturne, elle est très rythmée et elle va se comprimer en étant plus productive, parce que ce qui va se passer dans cette vie ouvrière à laquelle qui n'a pas accès à la lumière artificielle, c'est tout simplement que c'est la lumière du jour qui va être aménagée sur les usines avec les systèmes c'est pas des oriels, avec les systèmes de toiture obliques sur les toits ça va me revenir le nom, anglais, c'est pas Bow Window non plus, sur les toits des usines pour qu'on puisse rendre le plus possible efficace, on le devine ici. Et on le verrait sur les grands moulins de Corbeil à côté d'ici. Voilà, on a une façon d'organiser l'architecture du travail liée à l'accès à la lumière. Mais le glissement que je vais lui laisser dire quand même, c'est tout simplement qu'il y a un dernier enjeu politique qui est redoutable et qui n'est pas du tout une rigolade, ce n'est pas une conclusion, c'est que on a réduit le temps de la nuit, on a réduit le fait de pouvoir récupérer, on n'est plus coupé en deux, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est-à-dire que va arriver avec cette société industrielle le fait qu'on n'a pas besoin de dormir une nuit coupée. La santé, le discours sur la santé évolue doucement, c'est ce que Ekirch étudie de près. Mais en plus, si tu traînes au lit, si tu paresses, tu es une feignasse qui ne veut pas gagner ta vie. Et donc, ce que décrit Ekirch et le commentaire juste après, c'est que la paresse te revient. C'est-à-dire l'enjeu très, très politique du livre, c'est pour ça que je suis content que des gens de la Maison du Monde viennent, c'est que on réduit ton temps de sommeil, tu vas être plus fatigué, et on se rend compte, et Kirch le précise, qu'il y a peut-être une façon de comprendre autrement la fatigue des ouvriers, telle qu'elle... Et Kirch suggère que le sommeil de la majorité de la population était d'une médiocre qualité et que la plupart des gens étaient certainement affectés de fatigue chronique. Donc il y a peu de temps, je pourrais en faire un sujet l'an prochain, il y a une histoire de la fatigue, il y a des gens qui ont commencé à étudier qu'est-ce que ça signifie qu'être fatigué, qui est une maladie d'aujourd'hui aussi, hein, mais qui n'a pas le même sens selon qu'on soit un bambochard ou un ouvrier. Et cela en raison non du caractère segmenté de leur sommeil, mais parce que les perturbations des différentes natures venaient troubler leur repos. Mais ce que dit Ekirch, c'est qu'il ne s'agit pas d'idéaliser le sommeil d'avant l'époque industrielle, c'est-à-dire on ne dormait pas mieux, vous avez compris que les conditions de sommeil n'étaient pas forcément mieux, mais il ajoute la léthargie fréquente des manœuvriers déplorée par nombre d'observateurs contemporains ne pourrait pas simplement s'expliquer par l'invocation de l'éthique du travail pré-capitaliste, comme le dit Max Weber, mais plutôt par la prise en considération de cette fatigue chronique. C'est-à-dire, l'histoire du travail ne pourrait pas se faire tout à fait sans qu'on étudie le sommeil. Jusqu'à présent, on ne s'en était pas intéressé, puisque ça pourrait expliquer une irritabilité accrue qui aurait contribué à augmenter la tension caractéristique des relations sociales. Alors là, c'est pour faire de l'ironie sur des sujets qui ne sont pas drôles. Voilà, tout Marx, toutes les révolutions et les grèves expliquées par le manque de sommeil ouvrier. Je plaisante. Mais le fait que le repos ne soit pas une récupération complète devient un enjeu complexe. Mais ce qui devient un enjeu politique encore plus fort et qui chatouille tout le monde, c'est que comme il faut te lever tôt et que tu dois être courageux, et que ce discours du self-made man va arriver sur le début du XXe siècle, si tu paresses, c'est que tu es une grosse feignasse. Ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé de l'extérieur, c'est quelque chose qui est naturel à tout le monde. C'est à toi de récupérer. C'est à toi d'organiser ta vie et de te lever tôt. Donc, il va y avoir de plus en plus de discours positifs sur ceux qui se lèvent tôt et qui fait que l'organisation, cette nouvelle organisation de la vie, cette transformation du sommeil va être intériorisée par les individus. Trop dormir limite les possibilités d'avancement individuel. Ici encore, on rejette sur l'individu la faute de sa stagnation sociale, tâchant ici de cacher l'idée que des structures puissantes sont à l'œuvre pour contraindre les corps et les consciences. Voilà, ça, c'est une des 10 révolutions que j'ai listées là. On fait passer pour naturel quelque chose qui est complètement une prise de pouvoir sur le corps des humains. C'est-à-dire quelque chose s'organise, il n'y a pas de complot, ce n'est pas conscient, c'est un faisceau d'éléments qui petit à petit se structurent sur un temps assez long finalement, mais qui petit à petit font croire que c'est naturel d'eux, voire à l'autre bout, c'est naturel que vous ne dormiez pas la nuit et que vous ayez des insomnies. Tu n'as qu'à dormir, les autres, ça va bien.
on sait que c'est une très très grande quantité de personnes qui sont concernées. Peu à peu, à la fin du 19e siècle, les expressions de premier et de second sommeil disparaissent du langage commun. Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, nombreux sont les médecins à affirmer que se réveiller au milieu de la nuit est considéré comme contre nature. Et soudainement, parce que l'horizon d'attente de ce qu'est une nuit de sommeil change, on voit apparaître une épidémie d'insomnie. Vous comprenez que d'un seul coup, une maladie s'invente parce qu'on a transformé tout doucement la façon dont c'était considéré. Et des gens vont professer sur le Se sujet. réveiller en pleine nuit, c'est non seulement plus acceptable, mais plus encore, ça devient dangereux pour la santé. Le processus de consolidation du sommeil va faire des réveils nocturnes, comme on l'a pratiqué pendant des années et des années, une pratique anormale, qualifiée maintenant d'insomnie, catégorie dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent aujourd'hui. C'est sur la vitesse de notre vie moderne qu'on va rejeter le blâme de ce nouveau mal. En 1900, un journaliste dans The State écrit, et je le cite, « L'insomnie qui afflige toutes les nations à toutes les époques touche un plus grand nombre de personnes dans notre pays en raison de la pression et de la vitesse de toutes les sortes d'activités. » Plusieurs entreprises vont se saisir de cet état pour proposer divers remèdes, comme des pilules, boissons toniques ou encore élixirs. On s'attaque alors directement au mal de l'insomnie. Et on s'y attaque en donnant des renforcements de vitamines. Et j'ai commencé les 2 premières révélations. On a dit sommeil de médiocre qualité qui permettrait de regarder autrement une histoire du travail ou une histoire des relations sociales. Si on prend ça au sérieux, on ne peut pas étayer, hein, mais pour le moment, c'est quand même une piste énorme. Le numéro 8, si vous notez, développement du sucre, du café et du thé en vente au 19e et 20e. C'est-à-dire des tonifiants qui vont fabriquer de l'économie, mais faire qu'ils vont occuper une place centrale dans l'économie mondiale. Et le sucre, c'est encore le cas quand même. C'est-à-dire que comme solution à quelque chose, on va non pas prendre le recul historique de dire qu'est-ce qui s'est passé, mais voir que le sujet a un impact sur l'ensemble. Nous sommes donc encore aujourd'hui héritiers et héritières des transformations que la société de la révolution industrielle a apportées sur la productivité, mais aussi sur notre sommeil. Et quand on regarde ça, peut-être que le faux rythme naturel du sommeil que l'on nous a prescrit n'est peut-être qu'une autre forme de construction sociale historique. En terminant, je vous recommande chaudement les ouvrages de Roger Ekirch, qui a été pour moi une lecture déterminante et ses découvertes, je pense, permettent de comprendre beaucoup mieux la manière dont on dormait, se réveillait et comment la révolution industrielle a brisé le sommeil biphasique. Alors, les exemples je vais pouvoir résumer et puis aller sur ma dernière partie. Il y a des exemples en images. Ça, c'est une petite merveille qui est proposée. On est en 1856. C'est un lit réveil matin pour les feignasses, c'est-à-dire qu'à l'heure, le lit se casse la gueule pour que tu te lèves, espèce de feignasse. Voilà. Alors évidemment, la question aussi qui va avec, c'est que tu ne veux pas te lever le matin, mais en effet, si tu dors mal, la question ne se pose pas de la même façon. Une espèce de classement de paresse va se retrouver transformé. Voilà, dans le monde diplomatique, on peut lire une partie de cet article, Le sommeil et une histoire, voilà l'ensemble du travail de Ekirch. Alors, je reprends mes 8 points, c'est assez simple. C'est dans l'introduction que fait Jérôme Vidal, il dit en quoi ce livre serait révolutionnaire, puisque vous avez noté, ça c'est le résumé de ce que je viens de vous raconter, un premier et un second sommeil séparés par une période de veille, imposition de la norme du sommeil d'un bloc de 8 heures ininterrompu qui devient naturel, tout le monde a suivi, transition vers le sommeil consolidé en un bloc a pour effet d'amener à percevoir le propre sommeil sous un autre jour, c'est-à-dire quelque chose qui est intime, fait voir et vu autrement quand on commence à lire ce livre, et comme le produit de quelque chose de politique et extérieur. Alors, en quoi c'est révolutionnaire? 8 raisons. Merci de noter, il y aura un terreau. Ce qui a l'air biologique ou génétique est construit, c'est-à-dire ça a l'air intérieur.
Ça a l'air tout bête, mais ça pose la question du rapport nature-culture, de plein de choses qui sont quand même sous-jacentes, hein, dont on va parler avec des scolaires dans 2 conférences. Cette question de la qualité du sommeil qui est difficile à étudier, mais qui pourrait avoir impacté beaucoup de la créativité et beaucoup de l'irritabilité qu'on peut retrouver un peu partout. Évidemment, ça fait longtemps que je n'avais pas souri avec vous, un impact sur la démographie, c'est-à-dire le fait que si on doit faire des enfants en faisant l'amour à minuit, si on dort, on ne peut plus les faire. Donc, qui c'est qui les fait? C'est pas moi, je suis au lit quand même, j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Est-ce qu'il y aura un impact et une transformation de la démographie liée à la pratique du sommeil? Et un 4e morceau qui n'est pas du tout dans ce que je vous ai raconté, mais qui est tout aussi passionnant, le rapport au rêve et en fait à toute l'imaginaire qu'il y a au rêve, puisque s'il y a un sommeil, un premier sommeil, on se réveille, on connaît ses rêves, on peut les analyser, les développer. Et il n'y a pas de preuve historique, mais il y a une sorte de concomitance de temps qui fait que c'est vers 1905 que l'intérêt pour les rêves chez Freud, vers la fin du 19e, que ça se développe. C'est l'idée d'analyser les rêves dans un sommeil qui est transformé. Donc, est-ce que l'analyse du rêve serait le même quand il y a 2 périodes et quand il n'y en a qu'une seule? On en est à notre 4e. Voilà, c'est la naissance de la psychanalyse et l'idée qu'on connaîtrait la subjectivité des humains par ça. L'importance culturelle du rêve est changée, mais l'importance individuelle du rêve est changée aussi. Ça fait mon 5e. Mon 6e, c'est le sommeil, sa délimitation, son encadrement constitue une dimension fondamentale de notre histoire. Et on peut le mettre en rapport avec cette histoire du capitalisme, c'est-à-dire que l'augmentation de la productivité, l'organisation structurée de notre temps de vie fait que la question du sommeil n'est plus une question annexe, elle devrait être au cœur de l'époque moderne, alors que c'est quand même une niche, un des livres seulement a été traduit. Le 7e, je vous l'ai dit, le sucre, le café, le thé comme excitant, en fait, une histoire des excitants comme parallèle à ce qui s'est passé autour. Le 8e, c'est ces questions des cultural studies qui s'appellent les sleep studies, c'est-à-dire comment on dort. Voilà, les études sur le sommeil. Alors en France, il y a Thierry Pacaud qui a étudié la sieste. Il y a pas mal de gens, voilà, Thomson sur le temps, discipline du travail, capitalisme industriel, Rabin Bach, le moteur humain, l'énergie, la fatigue, les origines de la modernité. J'ai parlé du fait qu'il y avait une histoire de la fatigue qui était un sujet tout à fait intéressant. Mais ce que précise Vidal, c'est aussi qu'il y a des tas de gens qui ont étudié les rythmes et les rythmes du travail sans s'intéresser au sommeil et il dit qu'il ne peut pas comprendre. Donc, il critique Matthew Walker, que je ne connais pas. Matthew Walker, dans une perspective hygiéniste, se fait promoteur d'un monitoring électronique du sommeil à la façon d'Orwell, voilà, pour les compagnies d'assurance et les employeurs, puisqu'il va s'agir, je vous le disais, dans le domaine du travail, d'organiser les siestes, d'organiser la récupération, d'organiser les temps de repos pour les travailleurs de nuit et l'impact de la privation de sommeil dans l'industrie, dans les services, sur les personnels hospitaliers, sur les traders, sur les contrôleurs aériens, avec l'idée que vous connaissez depuis quelques années de micro-siestes, de temps très très petits de récupération, qui sont des choses, on connaît ça depuis l'époque de Léonard de Vinci, hein, lui il a un sommeil polyphasique, c'est-à-dire en gros il dort très peu de temps, toutes les 3 heures, toute la vie comme ça. Et les scientifiques disent qu'à part la torpeur, il n'y a pas de problème de santé, entre guillemets. Mais il y a un enjeu de santé qui est complexe qui va avec, puisque les créatifs de Google sont encouragés à dormir, à faire la sieste parce que leur sommeil est productif. Donc, il y a un enjeu politique à l'intérieur des entreprises de dire ouais, on pourrait dormir. Moi, je suis le premier, j'ai été représentant du personnel à dire il faudrait qu'on prenne en compte ça, que la sieste, ce n'est pas juste pour tirer un coup au boulot, quoi. C'est associer le repos et la sieste à dormir. Et le dormir à la sexualité, c'est une connerie. C'est aussi, après avoir mangé, tous ceux qui ont été au collège ou au lycée savent qu'après une bonne portion de frites hachis parmentier, le cours de philo ou de maths, il est mort, et le cours de gym, il n'est pas mieux. Donc, on pourrait organiser le temps de récupération, mais ce temps de récupération, il faut aussi regarder comment il va être pensé et le défendre, parce qu'il peut être une façon de saisir la complexité de la politique contemporaine du sommeil qui fait que et Kirsch est au cœur d'un enjeu de ce qu'est le capitalisme. Et puis la dernière,
qui est tout aussi importante, c'est tout simplement que ça parle de notre propre sommeil individuel, c'est-à-dire que votre rapport à l'insomnie, aux médicaments, à votre literie est une question fondamentale. C'est-à-dire que la philosophie a l'air d'avoir un impact culturel significatif. Alors, voilà à quoi ressemblent les capteurs sur les gens qui se font étudier le sommeil. C'est tout à fait détendu. Et puis, on en a aussi un petit résumé très simple. Je suis dans les temps, pas tout à fait. Voilà un livre qui tient éveillé, sans mauvais jeu de mots ou presque. Intitulé La grande transformation du sommeil, il est dû à l'historien américain Roger E. Kirsch. Le livre compile 2 articles qui s'intéressent à la structure du sommeil à l'époque moderne, notamment en Angleterre. L'auteur découvre ainsi dans des archives littéraires ou administratives de nombreuses occurrences d'expressions telles que premier sommeil ou second sommeil. L'idée se dégage alors qu'avant la révolution industrielle, le sommeil des populations était le plus souvent biphasique et non monophasique. Aujourd'hui, nous dormons d'une traite, et on a tendance à considérer comme normale cette situation. Dormir d'une traite, c'est donc le sommeil monophasique. Le sommeil biphasique implique au contraire un éveil durant la nuit et la mise en place d'activités avant une seconde phase de sommeil. Alors, il semble pour Kirsch que c'était ce type de sommeil qui prévalait et qui prévaut dans les sociétés non industrialisées. D'où l'idée reprise par le titre du livre de grande transformation du sommeil. D'un passage donc d'un sommeil biphasique à un sommeil monophasique, naturalisé et considéré comme normal après la révolution industrielle. À ce titre, selon l'auteur, l'insomnie pourrait être considérée comme une sorte de résidu de la manière de dormir pendant toute l'histoire humaine, jusqu'à il y a presque un siècle et demi. Et depuis lors, la généralisation du capitalisme et la révolution industrielle ont bousculé les habitudes de sommeil. L'apparition des éclairages artificiels a bouleversé le rythme circadien, tandis que s'est ancrée l'idée que le temps devait être contrôlé pour être rentabilisé, et que se lever tôt était signe de prospérité. Le sommeil doit alors se tenir d'une traite et être lui-même rentable. La grande transformation du sommeil est donc à la fois physiologique et idéologique. Il a dit que le sommeil devait être rentable, ce qui est une façon de formule bien parlante. Quelque sorte. Pour conclure, on peut dire que ce livre constitue un excellent exemple d'une sorte de matérialisme dépassant les débats nature-culture, car l'être humain, selon son environnement et son climat sur le globe, ainsi que par ses actions sociales et historiques, se modifie lui-même, que ce soit culturellement ou même donc biologiquement. Se rendre alors compte de ces modifications peut permettre d'éviter de tomber dans une sorte de chronocentrisme qui ferait qu'un état biologique ou culturel donné soit considéré comme normal et finalement naturel. L'enjeu qui est derrière, c'est qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas. Alors, la conclusion en 3e partie, c'est pas long, puisque j'en ai déjà causé. Un auteur sociologue aussi, d'ailleurs, Razmig Kecheyan, s'est intéressé à la question des besoins naturels et des besoins artificiels. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile? Et il a, lors de ce prologue de son livre, parlé de l'écologie de la nuit et du droit à l'obscurité. Et on va l'écouter causer 2 secondes avec un très mauvais son sur France Culture. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, de quoi avons-nous vraiment besoin? On en parle avec notre invité, le sociologue Razmig Kecheyan, professeur à l'université de Bordeaux. Après, la nature est un champ de bataille. On connaissait les paradis artificiels. On entre avec vous dans l'univers sans frontières des besoins artificiels. Est-ce que vous arriveriez à nous les définir en quelques mots? Alors, vaste question. Le système dans lequel nous vivons, c'est le capitalisme. Et c'est un système qui est à la fois productiviste et consumériste. Donc il a besoin de déverser sur les marchés des marchandises toujours nouvelles qui doivent être consommées par qui? Par nous, consommateurs. Pour nous convaincre de les consommer, ces marchandises, le capitalisme, il crée périodiquement des besoins nouveaux, donc artificiellement, pour que cette double logique du productivisme et du consumérisme fonctionne. Donc le capitalisme est créateur de besoins artificiels toujours nouveaux qui s'expriment et qui évoluent tout au long de l'histoire. Ces besoins artificiels, ils ont un caractère nocif pour l'environnement, d'une part, ils ne sont pas soutenables, on s'en aperçoit de plus en plus, mais ils sont également aliénants pour la subjectivité et pour la personne. Et donc l'objet du livre, c'est de réfléchir à la nature de ces besoins artificiels, à leur lien avec le capitalisme,
et à la manière dont on pourrait combattre ces besoins artificiels pour aller vers un modèle de société écologiquement et humainement, disons, soutenable. Alors évidemment, ce sera un peu long puisque la vidéo est en ligne. C'est qu'il y a des besoins naturels, il y a des besoins respirés. Alors ce besoin n'est plus assuré puisqu'il y a des endroits où c'est tellement pollué que ça devient payant de respirer correctement. Des besoins d'accès à l'eau qui sont aussi payants puisque M. Vittel nous vend des bouteilles en plastique, il ne vend pas de l'eau, il la récupère toute faite, lui. Donc il y a un problème, un enjeu. Il s'appuie beaucoup sur un philosophe passionnant qui s'appelle André Gortz, de quel est l'accès aux ressources naturelles et comment elles sont revendues, c'est-à-dire le rapport entre input et output, ce qui rentre et ce qui sort. En gros, tu récupères de l'eau et tu fabriques de la pollution plastique de bouteilles, il y a un moment donné, il y a un problème. C'est pour ça qu'il parle de soutenable. Et puis, il va prendre l'exemple de besoins qui sont non pas naturels, mais qui sont indispensables. Par exemple, le besoin de la culture, le besoin de la découverte, du voyage, de choses qui font qu'on pourrait en théorie s'en passer, mais que c'est quand même pas mal dans la vie structurant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de voir comme des phénomènes isolés la vie. En fait, c'est pas juste, on n'est pas des animaux avec juste de l'air et de l'eau. Ces besoins sont analysables aussi. Et puis enfin, les besoins artificiels qui seraient les besoins contestables. Alors, qu'est-ce que fout la nuit et la lumière là-dedans? C'est l'explication. Alors vous ouvrez, cet ouvrage sur l'exemple de la lumière. La lumière, on a tendance à dire c'est un besoin naturel, un besoin vital, authentique, mais c'est vrai qu'il existe aussi des lumières artificielles. En quoi cette question ou cet exemple de la lumière peut nous éclairer sur Oui, ce la sujet? pollution lumineuse, c'est un terme aujourd'hui très étudié, et la pollution lumineuse, c'est quand l'éclairage artificiel, le niveau de l'éclairage artificiel commence à devenir nocif pour l'organisme humain. Parce que, par exemple, il empêche la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ce qui crée toutes sortes de pathologies. Donc la question que ça soulève, c'est quel degré de luminosité artificielle on a besoin dans le cadre des sociétés modernes pour continuer à vivre comme nous souhaitons vivre, et quel degré, au contraire, d'obscurité, de quel degré d'obscurité on a besoin pour que ces pathologies disparaissent et que la vie redevienne soutenable sans ces pathologies et qu'elle devienne soutenable également pour les écosystèmes. La lumière artificielle, passé un certain stade, a aussi des effets nocifs sur les animaux, par exemple. Donc c'est par excellence un sujet qui permet de poser la question de quoi avons-nous besoin, justement. Pourquoi c'est un prologue? Parce que en fait, cet enjeu de la lumière, il est à la fois, et ça me permet d'aller assez vite, l'écologie de la nuit, est-ce qu'il y a un droit à l'obscurité qui n'existe pas dans la Déclaration des droits de l'homme, précise-t-il, mais c'est un fléau de pollution. Vous avez compris qu'il y a eu un impact sur notre vie. Voilà, j'ai pris des cartes qui sont très belles sur les lieux qui sont totalement illuminés et sans disparition du tout. On a des cartes à des échelles plus petites. Voilà. Comme les particules fines, les déchets toxiques, la lumière passée un certain seuil devient une pollution. Je vais un peu vite parce que j'en ai déjà parlé. Il en va de même pour certains insectes attirés par la lumière qui vont donc avoir tout un trouble lié à cette quantité de lumière. La lumière trop forte étant artificiellement le jour retarde les processus biochimiques qui nous préparent à l'hiver, pour les insectes comme pour nous. Et que Cheillan ne parle pas du livre de Kirsch, mais je le mets en parallèle parce qu'ils se répondent. Évidemment, le corps humain est composé d'horloges biologiques dont les cycles sont déterminés par la succession du jour et de la nuit, et par une succession de saisons aussi, qui fait qu'on va avoir des sortes de cures de lumière artificielle ou naturelle pour ne pas déprimer. Voilà. Pression artérielle, stress, fatigue, appétit, irritabilité. Attention, ce qui a un impact, si on prenait ça au sérieux, sur une politique de santé, devrait penser au rapport à la lumière artificielle et extérieure. Voilà, un article de 2008 démontre une covariation entre le niveau d'éclairage artificiel d'une région et le taux de cancer du sein. Voilà, c'est-à-dire on commence à avoir des croisements d'informations qui disent qu'il y a un impact. La lumière artificielle n'est pas le seul facteur, évidemment, mais il est l'un d'eux. Voilà, et, en plus de régler nos horloges biologiques, il vient de parler de mélatonine comme antioxydant, donc une façon de lutter contre les cellules cancéreuses. Les femmes aveugles présentent des taux de cancer moitié moins importants que la moyenne, c'est-à-dire que l'impact de cette luminosité, ça fait que le sujet, là j'ai glissé de la lumière, du sommeil vers la lumière, j'étais parti de la lumière comme un enjeu politique. Voilà, donc un enjeu chimique, naturel, culturel. Les niveaux de luminosité sont en rapport avec le développement économique, c'est-à-dire les endroits pauvres, il y a moins de lumière, ce qui fait qu'en un sens, ils souffrent moins de certaines maladies qui sont liées
à cette carte de l'Europe que vous avez vue passer. Voilà, en Afrique, il y a moins de lumière directement. Singapour est l'endroit le plus lumineux du monde. La nuit est si éclairée que l'œil humain était dans l'incapacité de s'adapter à la vision nocturne. Ils ont perdu l'habitude d'être dans la nuit. Un jour permanent, artificiel et non naturel, comme en Scandinavie pendant l'été. Voilà, parmi les pays du G20, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud sont les plus hauts pourcentages de population exposée à des ciels nocturnes extrêmement clairs, ce qui prouve qu'on n'est plus du tout dans un rapport Occident-Orient. Hein. La pollution industrielle s'est répandue partout. Hélas pour tout le monde, 83% de la population vit sous des cieux pollués par la lumière. Et donc, j'en conclus, voilà, il y avait une nouvelle de Asimov en 1941 qui s'appelle « Quand les ténèbres viendront ». En fait, c'était une planète où il n'y aurait plus de nuit. Ça a des tas d'impacts. Alors, j'ai parlé d'un petit Asimov, comment on est arrivé là. Il cite Armut Rosa et cette idée d'accélération du temps social qui vient, vous l'avez compris, de ça. Le point crucial, c'est que l'éclairage n'est donc pas qu'une question technique, alors qu'il est traité par des techniciens, puisque éclairer, c'est rendre visible, c'est donc politiquement une façon de rassurer des gens pour circuler. Parce que j'ai aussi vu, j'ai été le premier à dire que ça avait l'air d'une bonne idée, des lieux qui sont éclairés, des lampadaires qui s'allument qu'en fonction de la présence humaine. Et je n'avais pas pensé au fait, je l'évoquais tout à l'heure, que quand tu es une fille toute seule et que tu rentres dans la nuit, tu t'avances pas dans la nuit si tu vois pas la rue. Donc la question de la dangerosité et du genre dans la ville est un enjeu politique. Donc c'est pour dire que c'est un enjeu complexe. Mais on a aussi, il ne le précise pas là, que voilà, on a à la belle époque, cette lumière artificielle explose, ce que j'ai évoqué, et pas montrer des Seurat et des Signac. Et puis, si vous plissez les yeux, vous voyez la fête foraine avec la dame qui est à son comptoir en train de vendre des pommes d'amour. Voilà, il y a une vie ludique, festive, qui est liée à notre société industrielle, mais cette question qui était celle de Gziazinski, la frontière de la ville, comment la nuit, comment l'éclairage est un enjeu politique qui est complexe. Donc, pour le redit Gziazinski, puisqu'il y a les 30 Glorieuses qui vont homogénéiser l'éclairage public. Vous avez compris, la révolution industrielle du 19e va développer l'éclairage public dans les grandes villes, mais c'est à l'époque des 30 Glorieuses qu'on en a un peu partout, et puis notamment sur le réseau routier. C'est qu'on est très fiers de la Belgique qui a un autoroute qui se voit de l'espace. Il y a un enjeu d'éclairage avec, l'a dit Foucault, la surveillance dans les prisons, la surveillance d'endroits qui sont continuellement éclairés. Voilà, on cambriole les maisons, les appartements plutôt de jour lorsque les occupants travaillent, alors que les magasins et les usines, c'est plutôt la nuit. Donc, il y a un enjeu continuel de ça. Et puis, il s'est créé un mouvement qui est assez intriguant, l'International Dark Side, c'est-à-dire des lieux qui revendiquent des zones entières de nuit, qui ferait qu'on pourrait faire non pas des parcs naturels, mais des parcs naturels de nuit, qui fait qu'on pourrait préserver des lieux où on éteindrait la lumière, qui seraient faits pour ça, où les animaux ou les insectes pourraient le faire. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les services d'urbanisme qui m'ont expliqué qu'il y avait des cartes des villes qui se faisaient avec, je ne me souviens plus très précisément, mais en gros, des couloirs de nuit qui fait que des insectes, à certains endroits, si on éteint la lumière à l'endroit où il n'y a pas d'humain qui passe, ils pourraient ramper, avancer, se voler, se poser, être peinards sans avoir de prédateurs sur le dos. Voilà, ce Dark Time, ce serait des réserves de ciel étoilé, les Dark Sky Parks. Il y en a un seul en France, voilà, au pic du Midi, dans les Hautes-Pyrénées, en 2013, réserve de ciel étoilé par la Dark Sky Association, ce qui fait que, encore une fois, c'est des groupements d'humains associatifs qui vont agir politiquement pour appuyer. Voilà, il y en a une quarantaine en France, il y en a en Grande-Bretagne. Et donc, la question que chez Ian, l'obscurité est devenue un objet politique qui lui permet de poser la question des besoins. De quoi on a besoin, comment est-ce qu'on a besoin. Ce qui me fait rendre possible de regarder, parce que vous vous doutez en plus que la question des LED n'a pas du tout repoussé, c'est ce qu'on appelle l'effet de Jevons, c'est-à-dire à partir du moment où les LED coûtent moins cher pour éclairer, on en a foutu encore plus. Ce qu'on a fait aussi chez nous. Voilà, c'est tout à fait l'effet de Jevons. Plus on a d'objets moins chers, plus on les colle partout. La question qui va avec celle que chez Ian se connecte à celle
Gdazinski qui parlait plutôt de la nuit, de la fête et de la cohabitation et celle du travail, que je mets en parallèle avec celle de Kirch. Alors, les questions. Les insomnies sont capitalistes et citoyens soviétiques jouissaient-ils d'une meilleure qualité de sommeil? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense que dans capitalisme, on peut mettre l'ensemble. Hein. C'est peut-être plutôt productiviste que capitaliste. Si en prenant ce terme-là, ça a l'air ambigu. C'est la société du travail industriellement. Attendez, on va commencer. Bonsoir à tous. La crise sanitaire avec les confinements de télétravail, le couvre-feu a illustré en creux les rythmes, la chronotopie. Bah oui, c'est vrai, monsieur Jérôme. C'est exactement ce que dit monsieur Gdazinski dans cette petite vidéo que je n'ai pas diffusée où il est interviewé. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment la pandémie a modifié nos nuits? La nuit s'est ouverte à tous depuis longtemps, de confinement en cours. À contrôler ça, mais là, ils l'ont fait sur des mesures dites sanitaires. Et ils l'ont fait d'en haut. Or, ces mesures sanitaires, les seules études qu'on ait, il y a une étude... Par ce couvre-feu. Oui, mais c'est une fracture qui existe. Hein. Le pouvoir cherche à contrôler la nuit, et la nuit, elle fait peur. La nuit, elle a été oubliée, mais on a toujours cherché à la contrôler et avoir le pouvoir sur elle, parce qu'elle est... Bon, d'abord, il n'y a pas de lumière, donc on perd la plupart de notre perception. Ensuite, c'est le temps des complots. C'est le temps aussi, c'est un temps politique. C'est un temps où, d'une certaine façon... on invente demain, on refait le monde la nuit, c'est la nuit qu'on refait le monde. Donc les politiques ont toujours cherché à contrôler ça, mais là, ils l'ont. Voilà, ce qui fait que la remarque de M. Jérôme colle exactement au sujet d'intérêt de M. Gdazinski. La sieste après le petit déjeuner, la pause déjeuner institutionnalisée aussi. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une pause importante en Espagne pour des questions de climat et de repos. Il ne se passe rien pendant un temps donné et les soirées sont un peu plus tardives. On dîne assez tard, en fait. En Chine, c'est un temps de travail, 3 fois 4 heures. 3 fois 4 heures en Chine, vous dites? Je le répète pour ceux qui nous écoutent. Voire plus, mais il ne travaille pas 12 heures d'affilée. Oui. 2 fois 6 heures, c'est 3 fois 4 heures. Oui, d'accord. Donc, pour faire court, et je vous remercie, un enjeu politique à plein de points de vue, dont la découverte que ça a changé n'est pas la solution toute faite. En dire que cette question du sommeil et du réinvestissement de la nuit et de l'éclairage public est un enjeu qui va arriver pour longtemps. Et voilà, merci beaucoup. Salut les gens au loin. Madame Eliane, Patricia, Jérôme, Philippe et Ghislaine.